Alors, nous avons parlé tout à l'heure de beaucoup de choses, Madame Le Seller, et j'ai encore des questions. Ce qu'on faisait, comment est-ce qu'on se Oui. divertissait, chose de même. Oui. J'ai encore quelques petites questions pour l'école, par exemple. Oui. Là, vous aviez votre classe au Très-Carré, ça c'est entre Rivière-au-Renard et Lanceau-Griffon. Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres écoles dans la paroisse ici? Oui. Il y en avait une au pont, là, la grande école. À part de ça, là. C'était les deux principales. C'était les seules écoles. Oui. Les seules du temps. Oui. Ce qui veut dire quand même que Lanceau-Griffon était une petite paroisse à l'époque. Oh, oui, c'était une petite paroisse, certain. Une petite paroisse. Oui. Il y avait plusieurs enfants qui venaient à cette école-là, par exemple l'école du pont, là. C'était une grosse école, ça. Puis il y avait, je pense, cinquantaine d'élèves, s'il n'y en avait pas plus. C'était pas rendu à 60. Pour une seule maîtresse? Oh, oui, pour une seule maîtresse. Aviez-vous des rencontres entre maîtresses d'école à l'époque? Non. Aujourd'hui, ils ont les journées pédagogiques et un tas d'affaires dans ce temps-là? Il n'y avait rien de ça. Non. Nous, c'est bien tranquille. Vous vous débrouilliez comme vous pouviez? Comme on pouvait. Ben, on avait, comment est-ce qu'on appelait ça dans le temps, là, qu'on recevait une fois par mois un bulletin qui venait de... Ça venait du gouvernement, ça, là, voyons, comment est-ce que je peux... L'instruction publique? L'instruction publique, l'enseignement primaire qui appelait. Ah. Puis ça nous renseignait pas mal, par exemple, sur le nouveau qu'il y avait à faire dans les écoles. Ouais. Oh oui, c'était bien intéressant, ça. L'enseignement primaire, j'ai beaucoup aimé ça. Ça vous aidait. Il vous Ça donnait... nous aidait. Oui. Est-ce qu'il vous donnait des méthodes de travail? Oui, des méthodes. Puis, des fois, ben, ils nous mettaient des compositions, puis des problèmes nouveaux, là, des problèmes d'arithmétique, naturellement. Puis, ça nous aidait, ça, beaucoup. C'était nouveau. Les curés avaient beaucoup d'importance à l'école, n'est-ce pas, pour les programmes religieux, tout ça? Oui, ils venaient faire une visite une fois par année. Puis l'inspecteur d'école. Ah oui, l'inspecteur, parlons donc de l'inspecteur d'école. C'était l'inspecteur, si je me rappelle bien, c'était l'inspecteur Marquis dans le temps. Il venait 2 fois par année. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il venait vous voir à l'école? Ah ben, il questionnait les élèves d'abord. Les élèves étaient assez excités et assez nerveux. Hein, ils ne répondaient pas à moitié du temps par la nervosité. Ils répondaient des affaires tout à l'envers, de quoi que je leur avais... On était un peu au courant de ce que, dans quelle branche là, que l'inspecteur allait questionner. Ça fait qu'on leur fallait tout leur passer ça dans la semaine. C'est pas qu'une petite importance, l'arrivée de l'inspecteur. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Puis, il y en a des notes, pour ça, il écrivait des notes dans le journal. C'est un journal qui restait à l'école, ça, avec toutes les notes. Si on avait la maîtresse d'école qui avait une mauvaise note, ben, il le mettait aussi bien là que c'était pas en notre faveur des fois. Et vous pouviez savoir ce qu'il disait? Ah oui, on le savait. Il laissait une note d'appréciation ou de dépréciation. Moi, une fois, ben, j'avais pas été... c'était l'horaire que j'avais pas suivi à la lettre. Quand il y avait des gros bancs de neige sur le rang de l'école, puis on pouvait pas y aller, c'était difficile d'arriver en temps. On culbutait ça comme on pouvait. Il n'y avait pas de gratte qui ouvrait les chemins dans ce temps-là. Hein. Pas de neige, là. Ben, des fois, ça nous empêchait de s'y rendre en temps. Comment il savait que vous aviez des retards comme ça? C'est vous qui lui aviez Ben, on dit? mettait l'absence. Je vais vous dire comment c'est arrivé. Je m'étais fait prendre. C'était l'arrivée de l'inspecteur ce matin-là, puis je n'étais pas arrivé à l'école. Ça fait que la note était vivante, là. Je ne pouvais pas mettre la faute qu'un autre, ni sur les bancs de neige. Puis il l'avait marqué dans le journal. Ça, j'en ai pris mon parti. C'est de ma faute. Et ça, c'est important, les appréciations qu'il mettait à votre oui, sujet. c'est important, beaucoup. Quand une commission scolaire voulait engager une maîtresse d'école, est-ce qu'il se fiait à ces choses-là? Est-ce qu'il demandait l'avis du l'inspecteur? Oh oui. Dans le temps, ben, c'est comme je vous disais, c'était M. Mauloin, mon oncle, là, Édouard Mauloin, qui était
Moi, qu'est-ce que c'est qu'il y avait, lui, dans ça? C'était pas un commissaire, c'était le secrétaire trésorier De la commission de la scolaire. commission scolaire. C'est lui qui réengageait les maîtresses d'école, qui les refusait ou non. Moi, j'ai pas eu de misère à me faire engager. Je devais y rester. Il m'encourageait. Il avait besoin de vous. Il avait besoin de moi. Puis il y avait les commissaires du temps. On avait un commissaire pour chaque école, là, pour chaque arrondissement. Les autres, c'était l'école du Trécoré, c'était l'école numéro 4 qu'ils appelaient. Ça fait que l'école numéro 4 avait son propre commissaire d'école. Puis il était sévère. Il ne fallait pas faire grand-chose. Les programmes scolaires et puis les journées de classe étaient collés pas mal à l'église, les fêtes religieuses, tout ça. Ah oui, ah oui. Comme les premiers vendredis du mois, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Ben, c'était pas autant parlé comme ça a été après, Mhm. premier vendredi du mois, parce que les moyens de transport n'étaient pas... Non, premier vendredi du mois. Il y avait le catéchisme du dimanche, là, que les curés faisaient après leur messe, là. C'était dans l'après-midi. C'était dans l'après-midi, ça. Il y avait les vêpres. Puis après les vêpres, il y avait le catéchisme. Il faisait un quart d'heure de catéchisme pour ceux qui voulaient écouter le catéchisme. On restait, les enfants restaient, il fallait les attendre. Puis, catéchisme, c'était là, Mhm. l'assemblée. Puis ça a discontinué ensuite. Puis... Les grandes personnes aussi restaient. Oh oui, pas- il restait pour attendre des enfants d'abord. Hein. Puis ils se trouvaient à partager. On restait assez souvent. Vous souvenez-vous des curés de l'époque? Oui, assez. Quand je suis arrivé ici, moi, c'était M. le curé Langlais. Jean-Baptiste Langlais. Jean-Baptiste Langlais. L'année d'ensuite, ça a été changé, c'était M. le curé Belzile. C'est lui qui nous a mariés. Là, je sais tout le nom des curés, mais pour les placer à leur place, là, les années, je ne suis pas capable. M. le curé Belzile, on a eu M. le curé Rioux, Leblanc. M. le curé Sardin. Mhm. M. le curé Laberge, Rioux. Est-ce qu'il y a eu Fortin. un monsieur Smith? Ici? Oui, mais c'était avant moi, ça. Ah bon. Oui. M. le curé Smith était curé de Cap-des-Rosiers. Et ça, c'était avant moi. Ouais. On l'a connu, M. Smith. Il était venu à Carleton aussi. Hein? Ici, oui. Oui. Et vous disiez monsieur Fortin aussi? M. le curé Fortin, Bernard Fortin. Mhm. Puis M. Leblanc, curé Leblanc, James. James Leblanc. Puis James Leblanc, qu'est-ce que c'est qui était? Monsieur Paradis est venu aussi. Paradis, M. le curé Paradis. M. le curé Delangue. M. le curé Côté. Peut-être que j'en échappe, mais je sais pas mal tout. Les façons de prêcher, est-ce que ça a changé beaucoup? Ah oui, c'était là. C'était long. Parlait de quoi? Mon Dieu. Il parlait toujours la même chose d'aujourd'hui, mais l'explication de l'évangile du dimanche. Puis ensuite, ben, les erreurs qui se faisaient dans la place, mais c'était pas mal affiché. Ah, c'était noté jusque-là. Ah oui, ah oui. Est-ce qu'il donnait des noms, à un moment donné, s'il se produisait des choses? Est-ce qu'il parlait des personnes individuellement en chair? Oui, il en parlait. Il nommait pas tout. On les connaissait. Quel genre de scandale pouvait inquiéter les curés à l'époque, disons? Mais ils ont pas, je pense pas qu'aucun curé, moi, de mon temps, ait eu du trouble avec les gens. Non. Les plus grands troubles sont arrivés avant que j'arrive ici. C'est quand la nouvelle église a été reconstruite. Là. Il y a eu beaucoup de... Ça a brassé un oui, peu. ah oui, ça a brassé. Ça a mis du parlement pas mal. Mais là, moi, j'ai pas eu connaissance de ça. Ça a été pas mal fort dans ce temps-là, il paraît. Il a resté de la rancune dans les citoyens pour des années. Puis, alors après ça, ça a été bien tranquille. Les gens, c'était comme partout ailleurs. C'est un mélange ici, vous savez. C'est pas tous des Acadiens. Ici, il n'y en a pas d'Acadiens. Tout un mélange de... Ça fait que
Ils ont chacun leur petit caractère respectif. Il y a des Anglais, des Irlandais, des Écossais, il y a toutes sortes de races. Des émigrés en partie, hein, il y a des Jersiais. Dont votre mari. Le nom de mon mari. C'était pas un pur Jersey parce que sa mère était canadienne, c'était une Caron. Mais son père venait directement de Jersey. Ah oui. C'était un protestant. Il s'est converti à la religion catholique quand il s'est marié. Et votre beau-père? Mon beau-père, oui. Il est venu au Canada pour la compagnie des Fruing. Il a toujours travaillé pour eux, pour la compagnie. C'est-à-dire, jusqu'à sa mort, ben là, il a arrêté. Il est mort, il est arrivé à 80. Et c'était un parlant français. Il parlait français, oui, il a appris le français. Il avait l'accent anglais, par exemple, mais il parlait bien français. Mais sa langue native, disons... C'était l'anglais. Ah bon. Oui. Même malgré son nom français. Oui, c'est malgré son nom français. Comme ses ancêtres ont été français déjà. Hein. Je ne connais pas parfaitement l'histoire, mais mon fils Émile la raconte mieux que moi là, dans ça. Il a une belle mémoire, lui. Mais oui, ils sont devenus protestants. Les premiers, ses ancêtres étaient des catholiques. Il y a eu une rébellion, je ne sais pas trop. Là. Puis il a reconnu, il a étudié le catéchisme, il voulait marier une Canadienne française qui était catholique. Ben, pour la marier, il a dû changer de religion. Il s'est fait baptiser d'abord, il n'était pas baptisé. C'est tout marqué dans les livres là, chez nous qu'on a ici. L'année qu'il s'est fait baptiser, qu'il s'est marié. C'était difficile pour un protestant de marier une catholique à moins de changer. C'était très difficile, puis ça y a fait tort après ça, lui, ça, d'avoir marié une catholique à la compagnie où il travaillait. Ah oui, il était moins regardé. C'était des protestants, la compagnie des Frowing, ils engageaient, c'était tous des gens, des Jersiais qui engageaient. Puis lui, ben, comme il avait marié une catholique, ils ont donné moins de chance. C'est comme ça que ça s'arrangeait dans le temps. C'était pas considéré autant. Est-ce qu'il a pu conserver son emploi quand même? Oh oui. Oh oui. Il a conservé son emploi. Puis il a fait instruire ses enfants. Il vivait bien. La compagnie lui fournissait des maisons dans ce temps-là. Il ne payait rien. Justement, la maison qui est en face ici, c'était la maison où il est resté, la maison des Fruing, la grosse maison. Ah oui? Oui, c'est là que mon beau-père est venu rester. Ah, bon, on va la filmer tout à l'heure. Oui. Là, elle n'est pas tout à fait... Il y a du changement. Il y a un peu... Ceux qui l'ont acheté, ben, ont changé des affaires un peu. C'était une maison, donc, propriété de la compagnie, oui. Qui la donnait à ses employés ou qui la louait ou quoi? Il ne la louait pas. Il avait le droit d'y rester le temps qu'il travaillait pour eux. Puis les commis aussi. Leurs commis, il y avait plusieurs commis, parce qu'ils s'occupaient surtout de la morue aussi. Puis il y avait un magasin qui fournissait ce qu'il fallait aux pêcheurs. Puis la morue, il fallait faire la morue, puis pour ça, il fallait qu'il engage du monde pour la faire la morue. Puis il gardait des animaux, il y avait une grande terre. Toute la terre qu'on a aujourd'hui, nous autres, là. Mon beau-père l'avait acheté d'eux, après qu'il a sorti de la compagnie. Il l'a acheté. C'est cette terre-là qu'on reste là, actuellement, la terre des Fruing. Puis, après ça, ben, il pouvait acheter la maison. La compagnie, elle a fait banqueroute. Puis ils ont perdu d'argent. Dans ça, il a mis des porcs dans la compagnie. Puis là, ben, ils ont vendu ce qu'ils pouvaient. Ils ont vendu à terre. C'est comme ça que mon beau-père a acheté à terre. Puis il a eu le droit d'acheter toute la maison puis toutes les propriétés. À un prix bien raisonnable. Comme mon beau-père devenait vieux, puis mon mari, c'est lui qui allait reprendre, il n'aimait pas rester là. Il s'est bâti une maison, celle qui a brûlé. Là. Sur l'emplacement d'ici? Sur l'emplacement d'ici. La maison qui a brûlé, vous savez où? Hein? Bon, les arbres, ils restent là. Puis il s'est bâti une maison neuve. Moi, quand je suis arrivé à Lens-au-Griffon, la maison était bâtie.
Mais elle n'était pas finie complètement pour y rentrer dedans. Quand je me suis mariée, moi, j'ai rentré dans la maison neuve. Puis ses parents avec. Puis là, ça a été mis en vente. Après ça, la maison de la compagnie. Puis le magasin, il y avait beaucoup, beaucoup de bâtisses. Là. On a le portrait de ça, là, sur un petit portrait. Là. Il y avait assez de bâtisses pour Grouillard. Il n'y en a plus. Il reste la maison. Même si le gros de leur entreprise était à Rivière-au-Nord. Oui. Ah oui. Puis il y en avait à Cloridon, puis il y en avait. Je pense qu'il y avait à Mont-Louis aussi. Il y avait un poste à Mont-Louis. Puis les Frouins, il y avait 2 magasins ici. Il y en avait un dans le Trois-Ruisseaux. Il allait vendre une couple de fois par semaine seulement, là, pour accommoder les gens. Ces magasins étaient clairsemés dans le temps. Hein. Puis mon mari allait vendre 2 fois par semaine au Trois-Ruisseaux. Un petit magasin fait pareil comme celui-là d'ici. Je pense que ça a été défait depuis. Des magasins généraux? Oui. On trouvait de tout là-dedans? De tout. De tout, là. Puis les gens, après la pêche, là, ben, il leur restait pas grand-chose. Après qu'il avait tout, il avait pris à crédit tout l'été, là, puis après ça, ils payaient avec le revenu de la pêche. Puis le revenu, ce qui leur restait n'était pas assez gros pour vivre. Là, ils prenaient encore à crédit pour le reste de l'hiver. C'était dans le temps, c'était comme ça. Ils étaient pris de bout à l'autre de l'année comme ça? Pris d'un bout à l'autre de l'année. Puis il y en a tout de même qui faisaient des plus grosses pêches que les autres, qui étaient plus adroits, qui vivaient encore assez bien. C'était encore drôle. Il y en a, mais ont toujours resté pauvres. Puis il y avait des dettes quand la compagnie a fait le banqueroute, puis ça restait là, ça n'a pas été payé. Ça a fini comme ça? Ça a fini comme ça. Et la morue pouvait se vendre à combien la livre, souvenez-vous? 2 cents la livre à peu près. Je ne sais pas si c'était tant que ça. Je le savais dans le temps, là, ben, le quintal, c'était 100 livres, ça. Hein? Je pense qu'ils vendaient ça. Là. Non, je ne sais pas exactement, mais je sais que ça se vendait pas cher. Nous autres, on allait acheter une belle morue quand les gens s'arrivaient de la pêche, on payait ça 10 cents. 10 cents. Grosse morue. On cherchait ça pour notre souper. Avec les foies et tout? Ah, tout. La tête, là, on ne perdait rien. Non, 10 cents. On dit que c'était pas cher, ça, on faisait un repas. Les cultivateurs, bien, ça, ils pêchaient puis ils cultivaient un peu à terre. Ça fait que ça leur donnait une certaine aisance. Il y avait leurs animaux, bouchers, puis des poules, ils gardaient des vaches. Il y avait leur lait, ils faisaient leur beurre. C'était des petits cultivateurs, mais ça leur aidait à vivre, ça. Parce qu'il n'y avait pas eu ça, là. Puis il y avait leur morue, des patates. Ils pouvaient boucler un peu mieux. Ah oui, ah oui. Il y avait de la misère noire, comme on dit, il n'y en avait pas dans nos places. Non, non, il n'y en avait pas. C'était pas riche, mais il n'y avait pas de misère. Et même pendant la crise de 29-35? Bien, la crise, ça a été un peu plus dur, naturellement. Ça a été un peu plus dur, mais pas un gros changement. Ce qui veut dire que vous n'avez pas connu de grosses misères même pendant la crise? Non, j'en ai pas connu. On n'en a pas connu, vraiment. Parce que tout le monde avait un petit jardin, puis ils cultivaient leurs patates, leurs navets. Même ils en vendaient. J'ai pas vu de la misère noire ici, moi. J'en ai pas vu. Vraiment, je trouvais que le monde vivait bien, puis se nourrissait bien. À cause de la terre? À cause de la terre. D'abord, c'était pas la terre, c'était pour leurs besoins, eux autres, direct. C'était pas pour vendre ça. Ils buvaient du bon lait. Avant qu'il y ait eu une beurrerie, il y a eu une beurrerie dans la place là, du temps de M. le curé Belzile. Bien là, on vendait le lait, on ne pouvait pas manger la crème. Puis... Mais avant ça, là, les gens se nourrissaient bien. La crème, je vous dis qu'ils en mangeaient, puis du lait, puis ils mangeaient du lard, puis il y avait tout ce qu'il leur fallait. Vraiment, je trouvais, moi, que la vie était... Il n'était pas à plaindre. Et avec de la bonne melasse? De la bonne melasse, puis on payait ça dans ce temps-là. Le plus fort qu'on a payé, nous autres, c'est 40 cents du gallon. C'était pas comme aujourd'hui. Le sucre, 5 cents la livre.
Aujourd'hui, il est rendu à 87, rappelez-vous bien. Grosse différence. Ah oui, puis j'ai passé la fameuse secousse de la grippe espagnole ici, moi. J'allais vous en parler. Oui. En 1918. Les écoles ont été fermées pendant un mois. Ici, dans la place, il y en a mort 65 personnes. Des grandes personnes, pas des enfants, toutes des adultes. Pas des vieux non plus, des gens dans la vingtaine. J'ai vu ça de mes yeux. J'en ai secouru même. Moi, je ne l'ai pas eu. Puis là, mes parents, comme ils ne recevaient aucune nouvelle, les courriers ne marchaient plus, tout était fermé, puis ils entendaient dire par les journaux qu'il y avait une terrible épidémie dans Gaspé. Puis ils étaient inquiets de nous autres. Ils ne recevaient pas de nouvelles. On n'était pas morts. On n'était pas forts, mais nous autres, on ne l'a pas eu, ça, la grippe. Ni ma soeur non plus. C'est curieux, ça. Vous ne pouviez pas non plus communiquer par téléphone. Il n'y avait pas de téléphone. Oui, il n'y avait pas de téléphone. Et c'était quoi les symptômes? Comment que ça paraissait que quelqu'un était malade? Ben, les symptômes commençaient par un mal de tête. Mal de tête, puis de la fièvre. Puis ça allait vite, vite, ça. Mal à la tête, puis de la fièvre. Puis il venait toutes les lèvres noires, là, ceux qui avaient beaucoup de fièvre. Ceux qui venaient, les lèvres noires, là, on était certain qu'ils allaient mourir, ceux-là, et la fièvre était trop forte. Puis ça allait vite. Fièvre terrible. Et ça mourrait combien de temps après l'apparition des symptômes? Oh mon Dieu, ça allait vite. Question de jour? Question de jour, oui. Vous pouvez entendre dire, là, un tel est bien malade, là. Dans l'après-midi, le matin, il était bien malade. L'après-midi, il pouvait mourir. J'ai vu des gens à chaque côté de nous autres, des hommes qui allaient dans les chantiers. Chaque côté de nous autres, il y en avait un qui était mort. Puis là, c'était vite, vite. Ensuite, ils les mettaient dans des boîtes, puis ils portaient au cimetière. Ils ne rentraient seulement pas dans l'église, rien, là. C'est ça qui était triste. On voyait des boîtes passer, il n'y avait pas de cercueil. C'était des boîtes qui leur faisaient, machinalement. 65, si c'est pas plus que 65 personnes qui sont mortes de la grippe espagnole. 3 par maison, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Puis un matin, comme tout le monde de la maison apporte du propriétaire, là, il n'était pas malade, lui, c'était un monsieur Sanson. Les autres étaient malades dans la maison, puis lui, il ne pouvait pas les laisser, il était trop malade. Il ne pouvait pas secourir les voisins non plus, parce que c'était dangereux. Hein. Il était obligé d'aller au magasin, le magasin des Robins, à ce temps-là. Avec son cheval et sa voiture, chercher des provisions. Puis là, ben, tout le monde venait, puis il disait les nouvelles, donnait les nouvelles des morts qu'il y avait, et 2, 3 par maison. C'était épeurant, vous savez. C'était pas réjouissant. Puis là, on arrivait, puis monsieur de la maison vient me rejoindre à la porte et dit « S'il y en a des morts, dites-le pas devant ma femme, parce qu'elle était bien malade. » Puis elle avait rechuté, comme on appelait, avec sa grippe espagnole. Elle avait été d'un appartement qui était froid, puis elle avait repris. Mais là, ils ont cru qu'elle était finie. Puis c'est moi qui l'ai ranimée avec des mouches de moutarde, puis des bains de pieds chauds, puis... oui. Elle prenait des gros frissons, là. Elle tremblait comme une feuille, là, puis elle dit « Je vais mourir, je vais mourir. » J'ai dit « Non, vous ne mourrez pas. Je vais vous mettre les pieds dans l'eau chaude. » Puis je l'ai enveloppée d'une couverte de laine, puis elle a transpiré, puis elle est revenue. Grâce à vous? Oui, grâce à moi. Grâce à moi. Non, c'était triste. Mais pendant la grippe, là, les gens devaient avoir peur un peu. Il n'y avait pas le temps d'avoir peur. Ben, il avait peur. Il y avait assez peur qu'il était comme, je sais pas, confus, là. Il ne savait pas trop quoi faire. Il se mettait du camphre sur eux autres. Il achetait du camphre dans les magasins, là, un petit carré de camphre. Il mettait ça dans un petit sac, puis il s'accrochait ça autour du cou. Il disait que ça évadait un peu la fièvre, ça. C'est pas... Mais ceux qui n'étaient pas malades encore devaient être paniqués un petit peu. Oui, mais il fallait qu'ils viennent au secours des mourants, toujours de leur maison. Hein? C'était pas beau à voir, c'était pas intéressant. Puis nous autres, on avait peur d'avoir la fièvre, d'avoir ce grippe-là aussi, mais on ne l'a jamais eu. C'était assez curieux, parmi des gens malades.
Puis là, les médecins, c'était dans le temps, là, c'était... C'est pas... Non, vous n'avez pas connu ça, le docteur Dylan, c'est un Anglais, lui. Il est resté à Penouille. Puis, il fallait qu'il aille visiter les malades. Il ne pouvait pas. Il venait le chercher, mais il leur conseillait de prendre du whisky. Avant, ceux-là qui n'étaient pas déjà atteints, de prendre beaucoup de whisky, ça allait leur éviter d'avoir la grippe. Puis c'était ceux-là qui portaient secours aux autres, là, qui allaient chercher les médecins, puis c'était des hommes, naturellement. Puis qui allaient chercher M. le curé. Des fois, M. le curé, il n'allait pas parce que c'était comme rien d'aller dans ces places-là. Mais il disait de prendre du whisky. Puis c'était vrai, il n'y en a pas un de ceux-là qui ont secouru les malades qui ont pris la grippe espagnole. J'en connais particulièrement. Est-ce qu'il y en a de morts dans votre proche parenté, vous? Non. Non. Mes parents étaient à Carleton, puis à Carleton, il y a seulement qu'une famille qui a eu la grippe espagnole, puis ils sont morts les deux. J'ai entendu dire M. Wilfrid Allard et sa femme. Le saviez-vous? Je savais qu'ils étaient morts proches l'un l'autre. Oui. La grippe espagnole, c'est les deux seuls qui sont morts de la grippe espagnole, à Carleton. Ben, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de réunions publiques, mais les offices à l'église, est-ce que ça continuait? Les gens en bonne santé allaient-ils encore? Oh oui. Parce qu'il y avait quand même un grand problème de contagion, là, de danger. Oh ben, il y a eu une secousse, là, je vous dis que je ne sais pas comment ça se passait trop. Moi, je sais que j'étais allée un premier vendredi du mois, là, j'enseignais pas, là, puis il n'y avait personne de malade à la maison. J'étais allée au premier vendredi du mois. J'ai été attaquée là par M. le curé du temps, M. le curé Langlais. Si je ne pouvais pas aller lui rendre service à son presbytère, il avait perdu sa ménagère qui avait été soigner sa mère dans sa famille, puis il était tout seul. Ça faisait 8 jours qu'il était tout seul. Il n'était pas bien débrouillard. J'ai dit, je vais y aller. Je n'avais pas passé 8 jours au presbytère, faire la popote. J'avais de la vaisselle sale, qui était ensossée. Puis il y avait une vache, puis il fallait qu'il traite la vache, puis personne n'y allait. Ah, bonjour. Quand j'y pense. Il y avait un tas de crème de ramasser partout dans les armoires. J'ai un centrifuge, dans ce temps-là, on l'appelait ça des centrifuges. J'étais obligé de le laver, le faire tremper. Il n'avait pas été lavé. Puis j'ai passé du lait, puis j'ai fait du beurre. Je les ai fait du beurre pour ça. Dans 8 jours. J'avais de la vaisselle sale, je leur faire à manger, puis je ne savais pas faire à manger. Ben, il dit, si tu sais faire du chiard, fais-moi du chiard. Il dit, moi, j'aime ça. Ben, j'ai dit, il y a seulement que ça, je sais faire du chiard. Du chiard pendant 8 jours. Pendant 8 jours dedans. Il dit, j'en mangeais 3 fois par jour, moi, du chiard. Je faisais de la soupe. J'essayais de faire ce que je pouvais, puis il était content. À ce moment-là, quand vous êtes mariés, vous êtes resté avec vos beaux-parents. Oui. C'était assez coutumier, ça, de vivre plusieurs générations ensemble. Oui. Oh, oui. Ben, ça me coûtait un peu, naturellement. C'est des gens que je connaissais pas, naturellement. Pas, tout le monde me disait que c'était des bonnes gens. Puis il fallait y consentir. J'aimais le garçon. Puis c'était des gens, ben, que moi, je ne savais pas beaucoup travailler dans la maison. Là, c'était plutôt dans le champ chez nous qu'on travaillait. J'ai beaucoup aidé à mon père à travailler dans le champ, mais j'aimais ça. Durant ce temps-là, ben, je n'apprenais pas à travailler dans la maison. Il y était 2 femmes chez nous. La sœur de mon père, qui était pas mariée, puis maman travaillait, nous autres, nous envoyait dehors. Ça me coûtait un peu d'embarquer avec des vieux qui savaient. C'était une vraie cuisinière, Madame Le Serreur. Puis je me suis dit, comment est-ce que je vais arriver? Ils vont me trouver gauche pas bourré. Ben, je me suis lancé à faire des jardins. Je vous montrais que je pouvais faire quelque chose. C'est ça que j'ai fait. Puis après ça, on a passé 2 ans avec les autres, puis ensuite on est allé dans l'Ontario, à Sainte-Catherine, Ontario, pendant 5 ans. Puis j'ai un beau-frère qui était veuf dans le temps, à la Rivière-au-Nord. Le frère de mon mari, il était veuf avec des enfants. Puis il n'y avait personne pour prendre soin de ses enfants. Il est venu rester à la maison avec les vieux parents. Puis avec sa sœur, Eva, peut-être que vous la connaissez. Puis il a passé 5 ans là.
Les autres, ça leur a donné une chance de pouvoir cultiver la terre. Lui, il cultivait